Bonsoir et bienvenue dans le droit en débat. Ce soir, nous allons parler d'une terrible affaire qui s'est déroulée en Moldavie. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie par 3 femmes moldaves handicapées qui ont subi de graves sévices dans leur clinique psychiatrique. En cause, abus de faiblesse, viol, stérilisation forcée et avortement forcé. Nous allons vous expliquer cela en détail, car le CLJ a été autorisé par la Cour à intervenir dans la procédure. Et pour une fois ce soir, c'est Christophe Folsen-Logel, chargé de plaidoyer à l'ECLJ, qui répond aux questions. Alors Christophe, j'ai esquissé les faits en introduction. Que s'est-il vraiment passé dans cette clinique ? Oui, alors c'est vrai que c'est assez terrible. 3 femmes, donc il y a 3 requérantes dans cette affaire qui sont tombées enceintes. Alors, elles sont tombées enceintes dans une clinique, dans un institut psychiatrique en Moldavie. Et en fait, 2 de ces 3 femmes sont tombées enceintes, non pas volontairement, mais suite à un viol. Donc ça, c'est la première chose. 3 femmes enceintes, 2 par viol, suite à un viol. Comme elles étaient placées en institution psychiatrique, une commission médicale s'est réunie pour décider, pour elles, des suites de la grossesse, de leurs 3 grossesses. Et alors là, deuxième fait affreux, le violeur de 2 de ces femmes était actuellement le directeur de la clinique psychiatrique moldave, et il a siégé dans le comité qui a pris la décision pour ces femmes de décider des suites de leur grossesse. Et donc cette commission a jugé, contre la volonté de ces 3 femmes, 3 jeunes filles, de les faire avorter. Donc ils ont pratiqué en fait un avortement forcé sur ces 3 personnes. Les avortements ont eu lieu donc contre la volonté de ces femmes. Et non seulement ces avortements forcés ont eu lieu, mais en plus, une des femmes a été stérilisée de force par le placement d'un stérilet, en fait, contre sa volonté aussi, sans qu'on lui demande son avis. Et suite même aux procédures médicales, finalement, aujourd'hui, les 3 femmes se sont retrouvées stériles. Donc voilà, on a viol, avortement forcé, stérilisation forcée et stérilisation à la fin. Donc ces femmes ont porté plainte et aujourd'hui elles sont devant la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Et a-t-on d'autres détails ? Je crois que l'exposé des faits est très court. Oui, c'est ça. Alors pour préserver l'anonymat, de ces femmes, la Cour européenne a volontairement été très succincte. Elle a vraiment fait un paragraphe pour expliquer ces faits. Seulement, vous vous en doutez, l'affaire a fait grand bruit en Moldavie, donc le CLJ a fait quelques recherches et nous avons pu trouver dans la presse du pays d'autres informations. Donc il se trouve, de manière encore plus choquante, que ce médecin, ce chef de la clinique, aurait violé 16 jeunes filles. 16 jeunes filles ont porté plainte dans la procédure interne en Moldavie. Donc ça laisse envisager la nature et la durée du problème. Donc à chaque fois, abus sur des jeunes filles placées en institution médicalisée. Après, ce qu'on peut dire de plus, c'est qu'il y a un placement un petit peu automatique encore dans ce pays des personnes qui sont handicapées, parce que ces jeunes filles étaient, on va dire, handicapées avec un retard cognitif moyen. C'était pas gravement handicapées. D'ailleurs, elles n'étaient pas reconnues légalement comme incapables ou sous tutelle ou sous curatelle. C'était juste un diagnostic médical. Voilà, elles ont un retard cognitif moyen, ce qui les a placées à cet endroit. Et d'ailleurs, une des femmes qui a pu porter plainte a été reconnue par le tribunal comme capable d'agir en justice. Donc voilà un petit peu les faits et la nature dramatique. Ouais. Et est-ce que de tels drames aussi horribles sont communs, ou heureusement c'est extrêmement rare Alors on a fait des recherches aussi sur ces pratiques, sur ce que dit la loi, sur ce qui est permis dans ce pays. Donc j'ai juste dit, les placements sont encore un petit peu automatiques dans ce pays. Ça, c'est une ONG moldave qui le dit. Une ONG moldave qui affirme que voilà, l'héritage communiste veut encore que dès qu'on a un enfant qui présente un handicap, on le donne à l'État, il est placé en institution. Donc il y a un problème structurel en Moldavie, semble-t-il, selon plusieurs ONG, qui placent un peu trop facilement les personnes handicapées dans des institutions. Et l'autre fait, donc c'est ce médecin, alors un médecin qui aurait violé, abusé de 16 filles au moins. D'autres ONG pointent aussi quand même d'autres cas d'abus.
Alors, c'est que malheureusement, les cas d'abus, de faiblesse en institutions médicalisées ne sont pas réservés à la Moldavie. Il y a eu aussi des affaires en France et dans d'autres pays européens. Quand même, il y a un rapport d'une ONG importante sur la torture dans ce pays, et il s'avère qu'il y a quand même beaucoup de mauvais traitements, on va dire, de manière générale, et la stérilisation forcée et l'avortement forcé sont récurrents quand même. Il y a un vrai problème structurel. Le fait qu'un médecin viole ses patientes, on peut espérer que ce soit rare, j'ai pas de chiffres précis à donner. Par contre, il y a un vrai problème structurel pour de personnes handicapées qui sont quasi automatiquement, en fait, stérilisées ou avortées si elles se retrouvent enceintes. La stérilisation est la cause de l'avortement ou c'est postérieur ? En fait, il y a un a priori. Je parle par rapport au problème structurel. Il y a un vrai a priori. Une personne handicapée n'est pas capable d'avoir un enfant. Donc, on va facilement, les médecins, les personnels médicaux vont facilement prendre la décision de les stériliser. Dans l'affaire précise là dont nous parlons, et là c'est important effectivement de le dire, la stérilité a suivi l'avortement. Donc ça c'est important et c'est grave parce que c'est une réalité qui est un petit peu occultée, on va le dire clairement. L'avortement est une procédure médicale. Et donc même si elle est réalisée, comme c'est le cas ici, en institut médicalisé, suite à une décision collégiale de médecins, eh bien elle comporte quand même des risques. Alors certes, c'est rare, mais voilà, on a là l'exemple de personnes. Donc une avait été stérilisée volontairement par un stérilet, donc un moyen pas permanent, temporaire. Oui, c'est temporaire le stérilet. Par contre maintenant, elles sont toutes les trois stériles de manière permanente suite à ces procédures selon les propres mots de la Cour. Et donc c'est pour cette raison que ces femmes sont requérantes devant la Cour européenne des droits de l'homme. À quel titre la Moldavie pourrait être condamnée ? Alors, c'est très intéressant, il y a quatre articles. La Cour propose, on va dire, ou veut analyser les faits sous l'article 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article qui prohibe, qui condamne la torture, les traitements inhumains et dégradants. Donc là, je suis pas devin, mais je pense très clairement pouvoir dire sans me risquer que la Cour va condamner ces pratiques au titre de traitements inhumains et dégradants, parce que ces personnes ont été violées, avortées de force. Il y a un consensus international. Ça semble évident, oui. Voilà, la stérilisation forcée et l'avortement forcé depuis le tribunal militaire de Nuremberg, en passant par la Convention d'Istanbul plus récente, le Parlement européen, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, toutes ces institutions ont très clairement condamné la stérilisation forcée et ont invité les États à criminaliser de telles procédures. Donc ça, je pense que c'est assez simple. Ensuite, il y a l'article 8. L'article 8, c'est l'article qui garantit le droit à la vie privée, à la vie familiale. Donc là aussi, la Cour a déjà reconnu que avoir un enfant, pratiquer ou non un avortement, c'est un choix qui relève éminemment de la vie privée, selon la Cour. Et donc, le fait d'avoir été forcé à avorter, d'avoir été violé et d'avoir été stérilisé, ce sont des choses qui portent atteinte, évidemment, à la vie privée de ces femmes. Donc là aussi, je pense que la Cour condamnera, d'autant qu'il y a une jurisprudence intéressante et tout à fait comparable. Une femme avait été stérilisée vraiment, mais alors en même temps qu'elle accouchait, qu'elle était sur le biard, on va dire trivialement. Et la Cour a considéré qu'il n'y avait pas eu de consentement libre et éclairé. La femme était en souffrance, elle n'était pas du tout intellectuellement disponible, on lui a fait signer un papier vite fait, ça ne vaut pas, il n'y avait pas de consentement libre et éclairé, donc violation de la vie privée et familiale. Et alors dans les observations écrites que le CLJ a soumis à la Cour, nous proposons de réfléchir à cette affaire sous deux autres articles. Je fais une réponse un peu longue, mais alors deux autres articles, c'est l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 2 de la Convention européenne garantit le droit à la vie. Et finalement, depuis le début de l'émission, c'était un peu l'oublier, c'est que des fœtus ont aussi perdu la vie. Alors c'est très intéressant. La Cour européenne des droits de l'homme, vous le savez, elle n'est pas très encline à reconnaître les droits du fœtus. Ce qu'elle a toujours fait, en fait, c'est la Cour européenne des droits de l'homme a toujours refusé en fait, de s'exprimer sur
le fait que le fœtus soit une personne humaine, quand est-ce que commence la vie. La Cour européenne a toujours botté en touche, a toujours dit on ne sait pas, la question est ouverte, on laisse les États, voilà. Et donc dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est que la Cour a aussi toujours mis en balance les intérêts de la mère avec les intérêts du fœtus. Donc la Cour a dit on ne sait pas si l'enfant à naître est une vraie personne, et puis certes, il y a un être humain qui a un intérêt à vivre, mais en face, il y a l'intérêt de la mère, il y a les droits de la mère, et donc si la femme veut avorter, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a toujours fait pencher dans la balance les droits de la mère. Mais ça, c'est quand les intérêts sont contradictoires. Oui. Or, dans cette affaire, les intérêts ne sont pas du tout contradictoires. Les 3 femmes voulaient garder leur enfant à naître, et il était dans l'intérêt des fœtus de rester en vie. Donc là, il y a une conjonction, un alignement des intérêts, c'est que la mère et le fœtus voulaient, entre guillemets, vivre. Et la Cour européenne des droits de l'homme a déjà considéré que un proche ou un tiers pouvait prétendre être victime au nom d'une personne déjà morte. Et donc c'est une argumentation qu'on développe dans les observations, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, on peut tout à fait reconnaître que ces femmes qui ont été avortées de force agissent en leur nom, mais aussi au nom du fœtus qu'elles ont porté, qu'elles voulaient garder, et qui aujourd'hui est mort, et donc qui n'a pas eu son droit à la vie de garantie. Et dernier argument, c'est l'article 12. Bon là, je dirais très brièvement, il s'agit du droit de fonder une famille. En les avortant et en les stérilisant, on les prive vraiment de ce droit de fonder une famille. C'est un article spécial. En principe, l'article 12, c'est celui qui garantit le droit au mariage. Et alors, à l'époque, le droit au mariage a été joint avec le droit de fonder une famille. Bon, là aussi, je ne sais pas si la Cour va reconnaître une violation de l'article 12. Ça peut paraître un peu choquant, hein, parce que le droit de fonder une famille avec un violeur, c'est ça ? Alors, je vous le concède, ce n'est pas les meilleures circonstances pour commencer sa vie. Néanmoins, en fait, les principes généraux, c'est peu importe les circonstances de la naissance, peu importe les circonstances de la conception, ce qui compte, c'est la volonté de la mère de revendiquer le droit de fonder une famille. Non seulement, il y a 2 aspects dans cette affaire, c'est-à-dire que ces femmes ont été avortées de force, donc c'est une grossesse de perdu, mais en plus, elles ne pourront plus avoir d'enfants. Donc il y a 2 préjudices distincts. Évidemment, fonder une famille avec un violeur, c'est pas le but, c'est choquant, on peut en discuter. Mais maintenant qu'elles sont stériles, elles ne pourront vraiment plus fonder une famille, en tout cas au sens biologique classique du terme. D'accord, et alors en 2 minutes, est-ce que le handicap des requérantes finalement n'était pas fondamentalement incapacitant pour avoir des enfants et fonder une famille ? Peut-être. Alors non, je pense pas, parce que d'une part, on a les faits nous disent qu'elles ont un handicap intellectuel moyen. Bon, c'est pas grave, c'est pas anodin, mais c'est pas grave non plus. Ensuite, je pense que la question est mal posée justement parce que c'est un faux principe de précaution en fait. On dit à ces femmes, écoutez, vous êtes handicapées, vous n'allez pas être capable d'avoir un enfant. En tout cas, sûrement pas. Donc, dans le doute, on va avorter votre enfant, ce sera mieux. Non, c'est la logique inverse. C'est pas normal. Vous êtes enceinte, vous allez avoir un enfant, ça va peut-être être difficile. Écoutez, vous allez la voir et ensuite on verra si vous êtes inapte ou s'il y a besoin d'assistance, et il y a des solutions qui sont possibles en droit social qui existent en France et en Moldavie aussi. C'est en temps normal, si les parents sont vraiment incapables d'élever correctement un enfant, surtout à cause de leur handicap, soit l'enfant est placé, soit ils ont une aide, c'est ça le processus normal. On n'avorte pas par principe une personne parce qu'elle est handicapée. Et malheureusement, vu les informations que nous avons pu avoir sur la situation en Moldavie, il semble que ce soit quand même encore ancré institutionnellement et dans les consciences que il est légitime, faisable et acceptable qu'une personne handicapée soit stérilisée et finalement, peu importe sa volonté, elle a un retard cognitif. C'est ça le problème.
Eh bien, merci beaucoup Christophe Holsten-Logel pour toutes ces explications à propos de cette affaire GM contre Moldavie. Vous pourrez retrouver les observations écrites de l'ECLJ sur le site de l'ECLJ, www.eclj.org. Je rappelle également que vous pouvez réécouter et surtout partager cette émission sur le site d'RCF Alsace et sur la chaîne YouTube de l'ECLJ. Merci à tous d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Droit en débat.